Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé le froid. Le thème de ce soir, deux parents, une seule voix, VOIE, VOIX. On a oublié un point d'interrogation, c'est mis en affirmation, c'est fort bien. Donc la conférence est au fond terminée, n'est-ce pas? On va essayer bien sûr d'aborder, je pense, un des sujets les plus complexes, paradoxalement, qui existent dans le domaine de l'éducation. C'est le fait qu'une éducation, normalement, ça se fait à deux, mais avec deux êtres tellement étranges, parce qu'il n'y a rien de plus étrange pour un homme qu'une femme, il n'y a rien de plus étrange pour une femme qu'un homme, et en plus, chacun provenant de son histoire, avec au centre un enjeu fondamental qui est l'enfant, et avec bien sûr la nécessité de savoir comment gérer au mieux ce défi-là. Alors tout d'abord, deux parents. Est-ce que le terme de parent existe dans les textes? Est-ce que la notion de horim, ce qu'on appelle en hébreu les parents, on le voit dans la Torah? La réponse est claire, non. On voit en effet que la Torah nous parle de Av et de Em, de père, de mère, de père. Et on va voir que un des textes qui va servir de fondement à notre réflexion, eh bien, fait de manière très claire cette distinction. Il va parler, c'est la fameuse histoire de ce que l'on appelle Ben Sorer ou Moré. Alors, un petit rappel, Ben Sorer ou Moré, de quoi s'agit-il, pardonnez-moi? Ben Sorer ou Moré, c'est celui que l'on appelle l'enfant dévoyé et rebelle. L'enfant dévoyé et rebelle, c'est un enfant qui a un âge qu'on appellerait aujourd'hui la préadolescence, a pendant une période déterminée fait preuve d'une gloutonnerie excessive et d'une propension à boire du vin de manière anormale pour son âge. Et le texte là-bas nous dit que si cet enfant rentre dans cette catégorie, eh bien, il y a une solution s'il est condamné à mort. Alors, bien sûr, il y a ici quand même quelque chose d'extrêmement surprenant qui mériterait une exégèse. Ce n'est pas le sujet de ce soir, même si on va l'ouvrir un petit peu. Ce qui est intéressant là-bas, c'est de voir qu'il y a quand même certaines conditions à respecter pour qu'il y ait cette condamnation à mort. Et je vous rassure, la Gemara nous dit, les maîtres du Talmud nous disent que Ben Sorer ou Moré l'oraya velonivra. Ça n'a jamais existé. C'est un cas théorique. Il y a une opinion qui dit qu'il y en a eu un. Et même cette opinion-là, elle est intéressante parce qu'en vérité, il n'y en a pas eu. Elle dit qu'il y en a eu un, mais il n'y en a pas eu. Mais parmi les conditions qu'il y a, il faut que les parents arrivent devant donc ceux qui ont la responsabilité d'éventuellement d'établir cette sentence. Et le texte nous dit Enenu shomea bekol aviv ou bekol imo. On va dire que cet enfant n'écoute pas bekol aviv, la voix de son père, ou bekol imo, la voix de sa mère. Il va y avoir marqué un peu plus tard dans le verset Enenu shomea bekol enu, il n'entend pas notre voix. Mais à la base on dit Enenu shomea bekol aviv ou bekol imo. Il n'écoute pas la voix du père et la voix de la mère. Si on avait voulu faire une économie de mots, le texte aurait pu nous dire éventuellement Enenu shomea bekol horav, il n'écoute pas la voix de ses parents. On aurait pu dire Enenu shomea bekol aviv veimo, il n'écoute pas la voix du père et de la mère. Ou alors, mesdames, si vous préférez bekol imo veaviv, la voix de la mère et du père, why not? Alors le texte nous rajoute kol aviv ve kol imo, la voix du père et la voix de la mère. Et ça va très très loin puisqu'on nous dit que pour que l'enfant soit condamné, il faut que la tonalité de la voix du père et de la mère soit identique. En deux mots, soit la mère soit un peu ténor, soit le père soit castrat. Pour avoir la même tessiture de voix chez un homme et chez une femme qui plus est sont en couple, même si à ce qui paraît qu'on est en couple depuis longtemps, au bout d'un moment il y a certaines choses qui se ressemblent, mais la tessiture de la voix quand même c'est un peu complexe. Et ne serait-ce que pour cela, le cas est quasiment inimaginable. Bekol aviv ou bekol imo, la même tessiture de voix. Il faut que l'enfant ne fasse pas de distinction entre la voix du père et de la mère. C'est-à-dire que même dans la manière dont il entend les choses, qui me parle, c'est mon père ou ma mère? Alors dans ce cas-là, et exclusivement dans ce cas-là, il est condamné.
Car en effet, un enfant qui serait dans des conditions donc, qui s'appelleraient idéales, dans lesquelles en effet il ne peut faire aucune distinction entre la voix du père et de la mère, c'est-à-dire il y a une forme de convergence absolue. Convergence qui s'exprime même à travers la tonalité de la voix, et malgré tout, il ne l'entend pas. Alors le problème est chez l'enfant, mais n'est pas dans la responsabilité parentale. C'est-à-dire que la Torah considère que le Ben Zorer ou Moreh, cet enfant n'est condamné que dans la mesure où on a une certitude qu'au niveau de la relation que les parents ont vis-à-vis de cet enfant, les choses sont parfaites. Et l'expression de cette perfection au niveau de la relation parent-enfant passe à travers cette voie identique entre le père et la mère. Alors bien sûr, on va essayer de comprendre comment est-ce que ça se construit, comment ça se met en place, et est-ce que c'est dans le domaine du possible. Et pour cela, on va redire des choses qui sont pour certaines, je suis sûr, évidentes, que l'on connaît parfaitement, mais de temps à autre, ça ne fait pas de mal de faire une petite révision et de reposer certains fondamentaux. Vous vous rappelez sûrement que dans une des toutes premières conférences, on avait parlé de l'éducation, a été évoqué le sujet de la trahison. On avait vu qu'en effet, dans une histoire de couple, on va être obligé chacun de trahir son modèle familial pour pouvoir inventer le modèle du couple. Le modèle familial dans la relation entre l'homme et la femme, et le modèle familial dans le système éducatif. Et qu'un couple se construit à ce prix-là, même si le mot trahison est violent, mais ne le prenez pas dans sa dimension péjorative. Trahir, ce n'est pas rejeter, c'est-à-dire dire je ne suis pas là pour valider à travers mon histoire ta propre histoire. Au niveau d'un couple, on est obligé de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment, le modèle que tu as eu dans la relation de couple qui est celui de tes parents, le modèle que j'ai eu dans la relation de couple que j'ai vu chez mes propres parents sont souvent en opposition ou alors au moins différents. On fait quoi? Je me lève et je t'accueille quand tu rentres à la maison comme j'ai vu mon père faire vis-à-vis de ma mère ou le contraire, ou alors au contraire je reste avec les enfants et surtout je ne me laisse pas comme j'ai vu chez mes propres parents. Je fais quoi? J'exprime et je verbalise mon amour même en présence des enfants ou pas? Dans un cas on l'a vu, dans l'autre cas on ne l'a pas vu. Que sais-je? C'est multiple. Donc c'est sûr et certain que si on cherche à répéter le modèle parental, la plupart du temps il va y avoir un moment de confrontation, il va bien falloir faire un choix. Donc qu'est-ce qu'on fait? On trahit tous les deux et puis on invente. Et on décide qu'est-ce qui est important pour nous. C'est ça qui est important. Pour nous, le couple, qu'est-ce qu'on fait? Ça, on le sait et on le fait, j'ose espérer, parce que sinon c'est un peu compliqué. On va retrouver la même problématique au niveau de l'éducation. Trahison. On appelle ça, dans le langage un peu plus psy, des conflits de loyauté. C'est-à-dire, je veux être loyal par rapport à mon histoire, elle veut être loyale par rapport à son histoire. Oui, une certaine forme de loyauté. Et on a un conflit de loyauté, c'est si je suis loyal et tu es loyal, qu'est-ce qu'on fait puisque nos loyautés, elles ne peuvent pas coexister? Il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Vous savez, ce n'est pas juste des mots comme ça. C'est là où s'inscrit vraiment la réalité des choses. Et donc, le Kol Aviv ou le Kol Imo, il commence d'abord par se poser là-dessus. Sur la capacité que l'on a et la liberté que l'on se donne d'imaginer quelque chose qui nous appartient, c'est-à-dire de ne pas chercher à reproduire des schémas. Et nous le savons, et nous l'avons vu souvent, que souvent nous reproduisons des schémas, surtout s'ils sont toxiques, parce que c'est une manière pour nous de nous prouver qu'au fond nous n'avons pas tellement souffert. Quand on parle de ces parents violents, qui au fond parfois ont trouvé cette violence dans la manière dont leurs propres parents ont agi vis-à-vis d'eux, pourquoi refont-ils la même chose, parfois sous d'autres formes, mais c'est le même principe? C'est parce que si je fais la même chose, c'est que c'est sûrement bien, donc en vérité ce que mes parents ont fait c'est bien, donc au fond j'ai jamais souffert, donc mes parents étaient bien. Parce que c'est dur de se dire mes parents se sont plantés, parce que c'est difficile de dire que mes parents m'ont fait du mal, parce que c'est difficile de se rappeler de ces souffrances, de ces pleurs retenues et autres histoires du même genre. C'est pas simple. C'est pas simple. Ce n'est pas simple. Donc on réédite. À un moment, il faut bien casser le truc. Il faut bien dire stop. C'est fondamental.
Donc ici, l'enjeu numéro 1, avant même de savoir comment est-ce qu'on construit une voie, va être d'abord de savoir est-ce qu'on est libre de trahir. Est-ce que, au plus profond de nous-mêmes, on accepte? Et est-ce que l'on n'est pas dans un univers dans lequel on va demander à l'autre de trahir, mais moi je ne trahirai jamais. Pourquoi? Parce que moi j'ai raison et toi tu as tort. Donc déjà là, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. On n'est pas dans un enjeu de pouvoir, on n'est pas dans un univers dans lequel il faut absolument que tu cèdes à ma vision parce que travers cela, je prends le pouvoir. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. C'est-à-dire que l'idée de cette même voie, qui est l'expression de l'éducation réussie, va exister dans un couple dans lequel il n'y a pas un enjeu au niveau de pouvoir. C'est-à-dire un univers dans lequel je ne cherche pas à un moment à montrer que c'est moi et pas toi. Un univers donc dans lequel je ne pointerai pas les dysfonctionnements de l'autre. Un univers dans lequel je ne me saisirai pas des difficultés qu'il ou elle peut avoir pour à un moment le tirer vers le bas. C'est ce qu'on appelle avoir une certaine forme d'élégance relationnelle, qui est la base même de ce qui va permettre de construire cette voie commune. Et là-dessus, je nous vois tous, d'un côté comme de l'autre, en train de se remémorer le dernier conflit. La dernière fois, on s'est dit des choses, et se dire, si son conjoint est là, qu'est-ce que je suis content qu'il soit là, j'espère qu'il comprend. Et s'il n'est pas là, il faut absolument qu'il écoute la conférence. Si on pense ça, on est à côté de l'histoire. Et pour une raison très simple, c'est que si ça se passe comme ça, alors on doit se poser la question, pourquoi l'autre a-t-il besoin de fonctionner comme ça? Qu'est-ce qui fait que l'autre fonctionne de cette manière? Qu'est-ce qui se passe dans la relation pour qu'il se mette à fonctionner de cette manière? Quel est son besoin? Quelle est sa nécessité? Quelle est sa souffrance? Quel est son manque de confiance en lui ou en elle? Quel est le problème d'image qu'il n'a pas, qui l'oblige à fonctionner de cette manière pour se donner l'illusion d'exister? Comment se perçoit-il dans l'univers social? Comment se voit-il dans le monde dans lequel il se trouve? Le « il » est au féminin comme au masculin ici. Pour en arriver à fonctionner de cette manière, il doit bien avoir une racine. J'ouvre et je laisse ça à votre réflexion. Parce que ce soir, ce n'est pas un sujet sur comment est-ce qu'on construit une relation au niveau du couple. Mais il est évident que sur une thématique de ce type, on ne peut pas y échapper. Parce que c'est le lieu du dialogue avec l'enjeu de l'enfant. C'est pas est-ce qu'on va à la pizzeria ou est-ce qu'on va manger de la salade ce soir. C'est l'enjeu de l'enfant. On va donc maintenant rentrer un petit peu plus dans le sujet. Et Nenu Shomea, donc Bekol Aviv ou Bekol Imo, la voix du père, la voix de la mère, donc deux voix différentes et c'est normal. Que se passe-t-il? La Torah nous dit que si en effet il y a deux voix dissonantes, alors en effet, voilà ce qu'on va retrouver. C'est-à-dire que si l'enfant, il y a des voix dissonantes, ça peut générer un Ben Soreh Moreh, mais il n'est pas coupable. Mais ça peut générer quand même un Ben Soreh Moreh. Pourquoi? Quel est le problème au fond de la dissonance? Eh bien, c'est tout simplement le problème que l'on a. Lorsque l'on a regardé d'abord sur mapi.fr le chemin pour aller de l'école à la part Dieu, et qu'après on met son GPS, et qu'on a des indications différentes. Avec ce site particulier, c'est que, entre les deux, mon cœur balance, comme disait l'autre, mais là, au moins, il y a déjà quand même une chose qui est bien, c'est qu'on connaît l'objectif, la part Dieu. Avant de parler de deux voies, est-ce qu'on a le même objectif? Après, le problème, c'est que un, il aura un GPS X, l'autre, il aura un GPS Y. Et là, on va dire, bon, mais comment on fait? Mais au moins, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va arriver? Première réflexion, est-ce qu'on s'est une fois posé la question dans le couple? Est-ce qu'une fois, on a réfléchi à ça? Au fait, qu'est-ce qu'on veut là? Quel est l'objectif? Pour nos enfants et pour cet enfant. C'est quoi l'objectif? Vers où on tend? On veut arriver où? Et c'est intéressant de voir que souvent on gère au quotidien, mais on ne se pose pas la question de l'objectif. Vous savez,
Parfois on a le même objectif, mais on n'a pas les mêmes méthodes. C'est au passage ce qui fait la richesse d'une histoire, et plus encore la richesse du peuple juif. Ce qui fait qu'on arrive à s'entendre avec beaucoup de monde, c'est qu'on a un objectif commun, mais des méthodes différentes. Le fait qu'on ait le même objectif fait qu'on peut respecter la méthode de l'autre, même si elle ne me correspond pas. Si l'objectif n'est pas le même, là c'est une difficulté. C'est une base au passage pour construire un univers dans lequel le communautaire arrive à vivre en bonne intelligence. Mais c'est un autre sujet. On a le même objectif, on n'a pas les mêmes méthodes. Ça arrive. C'est la même chose au niveau du couple. L'enfant doit percevoir que les parents sont clairs sur l'objectif. C'est ce qui lui permettra de mieux vivre les dissonances au niveau des méthodes. Ça, c'est déjà un premier point. C'est-à-dire que de toute façon, il arrivera immanquablement que l'enfant va jouer avec nous et que l'enfant nous amènera à dire une chose alors qu'il a déjà demandé à l'autre et que l'autre a dit autre chose, il va jouer entre les deux. Normal, classique, il fait son job. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il joue papa contre maman et maman contre papa, il doit quand même percevoir que derrière, on a le même objectif. Posons-nous, asseyons-nous ensemble et réfléchissons. Quel est notre objectif au niveau de l'éducation des enfants? À moyen terme, à long terme et à court terme. Et le court terme n'est là que pour pouvoir s'imprimer dans le moyen terme et le long terme. C'est ça la question qu'on se pose. Quelles sont les midotes dont on a envie qu'elles fassent partie de leur identité profonde? Quels sont les éléments que l'on a envie de développer chez eux, qui leur permettront par la suite de faire des choix de vie? Est-ce qu'on a un objectif de leur faire percevoir ô combien la Torah est belle? Est-ce que notre objectif est de leur faire comprendre ô combien il est important dans la vie de savoir renoncer, de savoir céder? En un mot et en deux mots, céder. Est-ce que notre objectif c'est ça, ça ou ça? Il y a un objectif global et puis après il y a des objectifs ponctuels par rapport à des situations particulières. Et après on se pose et on dit comment on fait. Et c'est quelque chose qui va être comme une forme de fil rouge qui va se retrouver dans le couple. Et c'est là en effet on va avoir deux visions et c'est normal. Et c'est normal. Et j'espère bien. Sinon ça serait pas rigolo. Mais déjà on est rassuré. C'est que derrière ces deux méthodes, l'objectif est le même. Vous savez, parfois les gens rentrent en tension et disent « Ouais, mais je ne suis pas d'accord, il faut faire ça, il faut faire ça. » Arrêtez la réunion, dites « Mesdames et messieurs, quel est notre objectif ?» Si tout le monde dit le même, on dit « Écoutez, c'est génial. » Donc au fond, on est tous centrés dans la même direction. Donc on est bien d'accord que ce qu'on a envie ici, c'est d'être sûr qu'on va réussir à faire que l'objectif commun aboutisse. Maintenant, on est en marloquette, on est en discussion pour savoir c'est quoi la meilleure méthode. Soit. Mais ce qui est sûr, c'est que l'objectif, il est posé. Mais si l'objectif n'est pas posé, alors on a deux voies, mais qui sont là pour arriver à deux objectifs différents. T'as ma piste, j'ai le GPS, mais le point d'arrivée n'est pas le même. Vous comprenez bien que là, ça risque de se faire légèrement compliqué. Et il y a des couples qui un jour se réveillent et réalisent qu'ils n'ont jamais réfléchi là-dessus. C'est-à-dire qu'à aucun moment on s'est posé, on s'est dit, mais au fond, quel est l'objectif que l'on veut atteindre? Je ne parle pas qui passe le bac ou qui rentre à la yeshiva. Ça, c'est technique. Au niveau de l'être, de la construction de l'être. Ça, c'est une réflexion à mener. Et si votre conjoint dit, je ne sais pas, j'en sais rien, c'est génial. Ça veut dire qu'au fond, eh bien, cette notion n'est pas trop présente dans son existence parce que peut-être pour lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est fabuleux, on va pouvoir l'aider. C'est extraordinaire. Vous imaginez? On va pouvoir donner quelque chose à l'autre. On va pouvoir lui dire, bah, écoute, c'est extraordinaire ce que tu me dis. Alors je vais te dire comment moi je pense l'idée de l'objectif. Et parfois, ce qui pour vous est un objectif, pour lui est du domaine de l'évidence. Il n'a pas posé comme objectif. Il dit, bah, pour moi, tu as un objectif, ce serait comment faire qu'il réussisse à pouvoir ne pas se mettre trop en colère. On dit, mais attends, ça c'est évident, oui, mais ça s'appelle un objectif. Parfois c'est juste un problème de mots, hein, sans plus. Premier point, je pense que je me suis assez attardé là-dessus, on passe à autre chose. À partir de là, que va-t-il se passer
on va essayer d'échanger sur quelles sont les meilleures manières d'accéder à cet objectif. Et c'est là où on a différentes voies. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en quoi nous avons analysé si cette voie peut nous permettre d'accéder à cet objectif. C'est-à-dire, comme dans l'univers de l'entreprise, vous voulez arriver là. Et pour ça, il faut faire ça. Expliquez-moi comment, dans le process, en faisant ça, on arrive là. C'est intéressant. Et parfois, vous allez découvrir des choses fabuleuses chez l'autre, que vous n'aurez jamais imaginé. Je t'explique en vérité, quand je cède, c'est parce que ça me permet à moi d'avoir déjà une monnaie d'échange, pour que le jour où, en effet, sur des points fondamentaux, les enfants veulent, et je ne lâche pas, je puisse leur dire en amont, mais regardez, vous avez vu sur ça, vous avez eu. Donc au fond, papa et maman ne sont pas méchants, puisque parfois on a accepté de vous écouter. C'est intéressant ça. Et on en dit, mais pourquoi tu cèdes? Je cède parce que je prépare justement la monnaie d'échange. Le jour où justement je ne lâcherai pas. Je pourrais dire à l'enfant, mais regarde. Regarde. Dans cette situation-là, nous avons changé d'avis, nous avons dit, ok, nous sommes d'accord. Donc, ce que tu veux traduire aujourd'hui comme une forme de rigidité pesante de parents qui ne comprennent rien et qui veulent t'empêcher de tout, c'est faux. On est d'accord? Oui, très bien, next. Mais si on ne prend pas le temps d'expliciter, alors on ne sait pas. Je vous donne un classique. Papa rentre à la maison, souvent les pères rentrent plus tard que les mamans. Parfois c'est autrement, mais généralement c'est comme ça que ça se passe. Les pères attendent qu'une chose, c'est que les enfants éprouvent, expriment leur amour vis-à-vis de leur père qui, après une journée de travail harassante, rentre enfin dans le bercail. Et qu'ils se lèvent, et qu'ils aillent lui donner un gros bisou montrant cet amour débordant, etc. Super. Et la mère fait exactement le contraire. Elle dit aux enfants, arrêtez de vous lever quand papa rentre. Traduction, tu veux me donner la totalité de l'amour que les enfants pourraient me donner, why not? Donc généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors c'est quoi ça? Tu leur apprends pas, hein? Mais donne la notice explicative. Dans mon objectif, il y a en effet apprendre aux enfants à rester assis. Même s'il y a quelque chose qui les attire, et je comprends, d'autant plus, c'est toi. Parce que c'est important d'apprendre à un enfant de ne pas être sans arrêt girouette. Dès qu'il se passe quelque chose, il bouge. Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, il bouge. Vous avez fait, vous, ce test, d'être capable d'être à l'écoute de quelqu'un, il y a un moment où vous avez un bruit ou autre chose et rester centré? C'est pas simple, hein? Mais c'est passionnant. Et plus encore dans la vie, d'être concentré dans une direction, et même si à côté c'est super intéressant, very exciting d'aller voir ce qui se passe à droite ou à gauche, de rester, de ne pas les voir. C'est intéressant de faire ce truc-là. À quel moment ça s'apprend? Parce que derrière ça, c'est l'univers de la concentration qui se joue. Derrière ça, c'est l'univers de la pérennisation. Derrière ça, c'est l'univers qui nous empêche de nous disperser. À terme, ça c'est le projet sur 15 ans. Ça commence maintenant. Alors pas systématiquement, mais de temps à autre. Quand on se dit les choses, c'est plus la même chose. Il faut juste le dire. Il faut dire l'autre, mais c'est évident que c'est génial qu'ils aient envie de se lever. Et je vais t'expliquer pourquoi je ne veux pas qu'ils se lèvent. Parce que de toute façon, les gros bisous, il n'y a pas de problème. L'amour, ils l'auront toujours. Par contre, le moment dans lequel ils vont apprendre que même si on veut se lever, on reste assis. Parce qu'il y a des règles, c'est maintenant que ça se joue. Et là, la situation n'est plus la même. Et là, vous la regardez, votre épouse, et vous dites « waouh ». Enfin, vous l'avez déjà dit en rentrant, mais là, vous faites un double « waouh ». D'accord? Parce que brusquement, on s'est rendu compte que derrière quelque chose qu'on interprétait comme étant quelque chose de négatif, il y a quelque chose de pensé, il y a quelque chose de réfléchi. Et mesdames, ça va dans l'autre sens, hein. Au niveau du conjoint, vous faites aussi la même chose. Et que derrière ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où, en effet, l'enfant, au fond, peut être de manière extraordinaire ce que j'appellerais un accélérateur de dialogue. C'est génial. C'est-à-dire que ce dialogue, qui au fond nourrit le couple, il va passer à travers l'enfant, via l'enfant. Et pas juste à travers les remontrances qu'on va opérer l'un par rapport à l'autre. Et au passage, pour les couples qui pensent qu'ils n'ont rien à se dire, ils vont découvrir qu'ils en ont beaucoup de choses à se dire. Et que la télé et l'ordinateur, brusquement, risquent d'avoir une couche de poussière tellement on a de choses à parler. Parce que souvent, je dis, mais de quoi on se parle?
Vous avez vu la liste là? Et c'est un préambule. Il y en a. Ah, l'autre ne veut pas. L'autre me dit, ouais, c'est ton problème, ça m'intéresse pas, tu te débrouilles. Je te fais confiance, dans le meilleur des cas. On fait quoi? On va dire, c'est très gentil, j'apprécie énormément. J'ai besoin de ton aide et de ta réflexion parce que je ne suis pas sûr que je ne me trompe pas. Montrez, mesdames, messieurs, à votre conjoint que vous êtes et que nous sommes des êtres faibles, qui de temps à autre pouvons avoir un certain doute, pardonnez-moi, sur la justesse de notre vision. Soyons un peu moins assurés, même si on l'est, pour créer chez l'autre cette possibilité de parler. Qu'est-ce que tu me demandes? Tu connais rien, moi j'y comprends rien, qu'est-ce que tu veux de moi? Sûrement, mais j'en suis pas sûr parce que sinon je t'aurais pas épousé. Mais c'est vrai. À ce moment-là, on parle. Bien sûr, s'il y a un conflit antérieur dans le couple, si on est en train de se faire payer des choses, alors c'est pas du tout la même chose. Il se passe une autre histoire. Mais si on n'est pas là-dedans, et c'est une manière très intéressante de créer, de construire un dialogue et de découvrir qu'un conjoint qui se pensait ne pas du tout être doué pour certaines choses, il est au fond profondément parce qu'il y a parfois plein de bon sens où il a une manière d'observer, de penser, de voir et de gérer les choses. Avec ceci, c'est qu'on n'est pas ici dans une guerre de pouvoir. Et c'est là maintenant on rentre dans le cœur du sujet, qui va être de savoir comment nous faisons quand nous avons maintenant deux voix, c'est-à-dire nous avons réussi à construire cet échange. Nous avons réussi à nous parler. Et maintenant, on a des visions super différentes. L'enfant va absolument partir en colonie de vacances. Je pense que ça serait très intéressant pour lui, parce qu'il va apprendre à se socialiser encore plus et prendre un peu de distance par rapport à nous. Je pense que c'est pas bon parce que là-bas, il risque d'avoir des copains, je ne sais pas comment il va gérer. D'abord, soyons honnêtes. Celui qui dit qu'il doit partir, est-ce qu'il a inventé sa théorie? Mais derrière, en réalité, ce qu'il veut, c'est que l'enfant ne soit pas là pour se retrouver en couple. Il faut être capable de le dire. Je vais te dire pourquoi j'ai envie qu'il parte. Parce que quand il part, il n'est pas là. Et quand il n'est pas là, c'est mieux. Et en plus, j'ai le temps de te voir. Dites-le. D'abord, c'est génial d'entendre une phrase pareille de la part de son conjoint. C'est très intéressant. Il faut dire les choses. On a une parole, on dit. Si c'est dit avec bienveillance, avec gentillesse, avec sourire, pas dans une dimension d'agression, ça peut être entendu. Et si on se rend compte que l'autre, pour l'instant, arrive difficilement à entendre, alors on ne dira pas tout de suite. À partir de là, la question, elle est la suivante. Comment on pose le problème? Et le problème, on le pose d'une manière très simple. On le pose dans la série du « on ». Bon alors, on fait quoi? Il vous est peut-être une fois arrivé de vous retrouver dans une situation où il y avait deux démarches et on n'a aucune certitude laquelle était la bonne. Moi je me rappelle, faites du ski, les tirs à fesses, c'est à 16h30, 16h45, 17h dans le meilleur des cas. On est très loin. Deux stratégies. On fonce par ici, on récupère celui-là et on remonte là et on a le temps d'eux. Ou alors non, on va directement là et comme ça on récupère le quart. Mais le quart, oui, peut-être dans un cas ou dans un autre, il va falloir prendre une décision. Parce que sinon derrière, on se retrouve à faire du stop. Ou alors marcher avec des skis sur l'épaule, ce qui est quand même pas très rigolo. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on se pose comme question. Et là, le problème, il est dessus. C'est que, est-ce que nous avons des paramètres objectifs ou pas? Quels sont les éléments dont on dispose? Et vous allez constater de manière très intéressante que c'est dans l'échange que brusquement va émerger la solution. C'est le principe même de l'étude du Talmud. C'est-à-dire, c'est dans la confrontation d'idées différentes que brusquement il y a quelque chose qui émerge. Alors c'est peut-être pas tout de suite. Et si on ne sait pas, eh bien à ce moment-là, on arrive chez un maître, c'est-à-dire chez quelqu'un qui peut être référence, et à qui on dit, voilà, nous avions sur ce sujet deux visions différentes, et chacun des conjoints expose la vision qu'il a, et moi j'aime bien parfois faire exposer par un conjoint la vision de l'autre pour être sûr que l'autre comprenne qu'il a bien compris, et parfois on réalise qu'il pensait avoir compris mais il n'a rien compris. Parce que c'est intéressant de dire, voilà, vous savez, ma femme pense que, moi j'adore ce genre de truc. Et puis on va la voir, soit parfois, moi j'ai dit ça.
Mon mari dit que... J'ai dit une chose pareille. Donc rien que là, il y a des choses intéressantes et on risque de réaliser que le problème il est réglé parce qu'on pense les deux la même chose. Maintenant, on réalise que non. Et nous disons, nous sommes aujourd'hui arrivés à la conclusion que, mais nous n'avons aucune certitude. Qu'en pensez-vous? On a besoin parfois de tiers. On a besoin parfois de tiers, surtout face à des décisions fondamentales. On a besoin d'un tiers qui ne va pas prendre la décision à votre place, jamais, jamais, mais qui va nous éclairer sur une perspective qu'on n'avait pas vue et qui va nous ouvrir vers une décision, mais en nous laissant la responsabilité de la mettre en action. Le prêt-à-porter, ça existe, malheureusement le prêt-à-penser aussi. Mais ce n'est pas du tout Torah. À un moment, c'est à toi de prendre ta décision. C'est au couple de prendre sa décision. Et c'est là où, en effet, va intervenir une chose qui s'appelle la solidarité du couple. À partir du moment où une décision a été prise et que nous avons suivi l'un ou l'autre, on est solidaire, même si l'autre, pardonnez-moi l'expression un peu légère que j'utilise, s'est planté. On est solidaire. Et pas juste solidaire au niveau du verbe, mais dans la tête. Nous avons décidé de suivre ton avis. Il semblerait que c'était peut-être pas ça la bonne solution. Mais c'est pas grave. C'est un choix qu'on a fait ensemble. Ensemble. La solidarité du couple. Et c'est une chose d'ailleurs qui donne une force incroyable au couple, parce que c'est ce qui lui permet de passer toutes les étapes. La solidarité du couple, elle se vit à des moments pareils. Bien sûr, malheureusement, ça ne se passe pas souvent de cette manière. Parce que l'autre dit « Qu'est-ce que je suis bête de t'avoir écouté, t'as vu, tu m'as mis la pression et tu m'as dit que, et en fin de compte, j'aurais mieux fait que. » Super, dites-le. Et à ce moment-là, la fée Clochette arrive, et avec sa baguette magique, comme par hasard, la situation se transforme et revient à son état initial. Si ça se passe comme ça, d'abord vous m'appelez parce que j'ai jamais vu la fée Clochette en direct live. Et deuxièmement, faites-le. Si le fait de dire à l'autre, j'aurais jamais dû t'écouter, on aurait dû faire autrement, fait une forme de rewind, dans lequel la situation, retour vers le passé, pour redémarrer l'histoire, alors je vous en prie, faites-le, c'est génial. Mais si c'est pas comme ça que ça se passe, moi j'ai testé plein de fois, c'est pas comme ça, alors ça sert à quoi? À quoi ça sert? Et là, vous avez quand même la possibilité d'avoir l'élégance de savoir vous taire. Parce que le silence, dans des situations pareilles, c'est une forme d'élégance. Ne pas jouer l'avantage, ça sert à rien. Ce qui est au passage la meilleure manière de développer, de construire une relation plus forte. Parce que lorsque vous ne jouez pas l'élégance, quand vous ne jouez pas à utiliser l'échec de l'autre pour le tirer vers le bas, que vous avez l'élégance de ne pas jouer l'avantage, le sentiment que l'autre a, c'est une immense reconnaissance. Et cette reconnaissance, c'est une reconnaissance. Donc c'est un lien nouveau. Malheureusement, souvent, on fait l'erreur. Tous. Mais je t'avais dit. Mais pourquoi je t'ai écouté? Et ça semble dans les cas soft. Dans les cas un peu moins safe. De toute façon, j'aurais dû me douter avec toi, tu dis que des bêtises. C'était sûrement une idée de ta mère. Je sens qu'il y a du vécu là. D'accord? Donc, ça s'est passé, ok, Anit Pali Malshava. On est là ici pour savoir qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant. Vous vous rappelez, un jour on a vu dans une conférence que ce qui est important, c'est de ne pas être les enfants de son passé, mais les parents de son futur. Viktor Frankl d'ailleurs, cette phrase. Et donc, à partir de là, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, et pas de ressasser, ça sert à rien. À rien, de rien. Ça sert à rien. Pourquoi ça sert? Rien. Ne le faisons pas. Donc là, on a ici cette notion de solidarité. Cette solidarité. Et dans laquelle, au fond, on va même amener l'un des deux à dire, voilà, oui, sur ce point-là, en effet, je n'ai pas perçu, je n'ai pas compris, et j'aimerais comprendre pourquoi je n'ai pas réussi. Ce qui permet au passage d'analyser le pourquoi. Pourquoi j'ai pensé ça? Ce qui nous permet de savoir comment on peut repenser maintenant de nouvelles situations. Et l'autre va me dire, je vais te dire pourquoi tu pensais ça, et pourquoi je n'ai pas pu te convaincre.
c'est parce que derrière ça, tu avais peut-être telle et telle difficulté, et parfois l'autre a raison. Sans faire la psychologie prise unique. Notre conjoint voit parfois que certaines situations sont des miroirs qui nous renvoient à des situations qui font partie de notre histoire, et on les gère de cette manière A ou B. C'est des choses qui arrivent. Tu ne pouvais pas entendre. C'est des choses qui arrivent. Mais au moins, ça y est. Maintenant, c'est clair, ça. Qu'est-ce qui va se passer quand les enfants jouent avec nous? Parce que 2 parents, 1 voix, c'est un grand jeu que ont tous les enfants du monde, et dans lequel il y a une technique qui est la plus simple. Chaque fois qu'un enfant vous demande quelque chose, qui est du domaine de la permission, du domaine du particulier, demandez-lui systématiquement « Qu'en pense papa? Qu'en pense maman ?» Non, mais je veux savoir ce que toi tu penses. Dès qu'il vous dit ça, c'est bon, vous savez. Moi, tu sais, je pense, mais avant de penser, j'aime bien savoir ce que pense maman. C'est comme ça. Ouais, mais c'est nul. Ouais, t'as raison, c'est peut-être nul. C'est-à-dire, ne tombons pas dans ce piège, dans lequel on est tous tombés, hein, moi en tête. Alors là, beugadole, comme on dit. Il savait y faire. Mais ça, c'est une technique toute bête. C'est-à-dire dire, tu veux jouer. Mais papa, mais attends, mais t'as le droit de penser autrement que maman. Rassure-toi, oui. Alors maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Dis-toi. Vous voyez qu'il y a ce jeu-là qui est très intéressant pour eux. Parce que derrière ça, ils testent si le couple est solidaire. Ils testent s'il y a une fenêtre et s'ils peuvent rentrer. Et s'ils ne peuvent pas rentrer, ça les rassure, tout va bien, le couple existe. C'est pas tellement qu'ils ont envie de profiter du fait que papa ou maman va dire permis alors que l'autre a dit interdit pour pouvoir dire ouais, il a dit donc. Non, ils savent très bien qu'au bout d'un moment, le couple va dire ah, non, oui. Ils testent un peu la solidarité du couple. Ils testent le couple. Et au passage, lorsque le couple va mal, les enfants jouent souvent au ping-pong.